Avant qu'on commence, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Notre objectif est d'atteindre 500 mentions j'aime sur cette vidéo. Et avec votre soutien, on peut y arriver. Maintenant, entrons directement dans la guerre préhistorique oubliée qui tue à 97% de tous les hommes. Un monde préhistorique avant l'effondrement mystérieux des hommes. Imagine un monde sans ville, sans béton, sans machines. La nuit, seul le feu éclairait, et chaque matin pouvait décider si tu vivais ou si tu mourais de faim. C'était la préhistoire, juste avant la plus grande catastrophe humaine. Une guerre oubliée qui allait effacer presque tous les hommes. La vie paraissait simple, mais tendue. Les hommes chassaient, exploraient, défendaient. Les femmes cueillaient, élevaient les enfants, gardaient les liens du clan. Mais au front, là où la mort guettait, c'étaient toujours les hommes. Et ce front allait bientôt se transformer en champ de bataille permanent. La terre bougeait sans cesse, glace qui avançait, rivières qui changeaient, animaux qui disparaissaient. Une sécheresse, et une tribu devait envahir une autre. Au début on échangeait, puis la survie prenait le dessus. Et les hommes se battaient. Les graines de la guerre étaient déjà plantées. Les archéologues trouvent des traces, outils de pierre faits pour tuer, sépultures de jeunes hommes, villages abandonnés. La génétique complète l'histoire. Presque toutes les lignées masculines ont disparu au même moment. 97% des hommes, effacés. Dans les campements, la tension montait. Un garçon qui voyait son père mourir portait la vengeance toute sa vie. La confiance ne valait plus qu'entre proches. Être un homme signifiait combattre et mourir. Les femmes, elles, survivaient. Souvent épargnées, intégrées aux tribus victorieuses, elles transmettaient la vie. Elles furent le pont qui permit à l'humanité de continuer alors que les hommes tombaient. Ce n'était pas une seule grande guerre, mais des centaines de petites qui ensemble formèrent un cataclysme. Un conflit si énorme qu'il résonne encore dans notre ADN. Imagine des pères qui apprennent à leurs fils, des frères qui rient au coin du feu, puis petit à petit, ces voix s'éteignent. Seuls quelques survivants laissèrent leurs traces, et leur sang façonne encore le monde d'aujourd'hui. Voilà l'ombre laissée par la préhistoire, une guerre oubliée qui a presque effacé les hommes de la Terre. Traces archéologiques du déclin soudain des hommes. Imagine fouiller un ancien village. Tu trouves des maisons, des outils, de la poterie et des tombes. Mais un détail choque. Il y a des femmes, des enfants et presque pas d'hommes. Comme si la moitié de la population avait disparu. C'est le premier indice d'un des plus grands mystères de la préhistoire, l'effondrement brutal des hommes. Les fouilles révèlent un schéma troublant, des fosses communes remplies de squelettes masculins, crânes fracassés, os brisés, flèches plantées. Les femmes et les enfants, eux, sont souvent épargnés ou intégrés au clan vainqueur. Ce n'était pas une famine ni une épidémie, c'était une guerre ciblée pour effacer les lignées masculines. Et la génétique dit la même chose, le chromosome Y montre une chute vertigineuse de la diversité masculine. Exactement ce qu'on verrait si les hommes avaient été massacrés à grande échelle. Parfois, on voit même un changement culturel soudain, nouvelle poterie, nouveaux outils, nouveaux plans de village. Preuve que de nouveaux clans avaient pris la place des anciens. Un cas glaçant en Europe. Il y a 5000 ans, des fosses pleines d'hommes tués violemment. Les femmes et les enfants, eux, réapparaissent ailleurs, porteurs d'un ADN étranger. Pas un hasard, mais le résultat de raids sanglants. Imagine les survivantes. Pères, frères, fils enterrés à la hâte, pendant qu'elles continuaient la vie, intégrées aux vainqueurs. Ce silence des voix masculines, c'est ce que les archéologues exhument aujourd'hui. Ces os ne sont pas que des restes. Ce sont les preuves d'une guerre oubliée, celle qui a détruit 97% des hommes et façonné l'humanité telle qu'on la connaît. Concurrence entre clans patrilinéaires. Imagine un monde où ton lignage est ton identité, où savoir qui était ton père et le père de ton père décide si tu manges, si tu te bats ou si tu survis à la prochaine saison. C'était la réalité du monde préhistorique avant l'effondrement. Et elle a posé les bases de l'une des forces les plus meurtrières de l'histoire humaine, la concurrence entre clans patrilinéaires. Et de cette concurrence a surgi la guerre qui allait effacer presque tous les hommes. Patrilinéaire signifie simplement qu'on remonte l'ascendance par la lignée du père. Dans ces premières sociétés, les hommes portaient le nom du clan, détenaient les droits de chasse et l'autorité de transmettre la terre ou les outils à leurs fils. Appartenir, c'était hériter du statut de son père. Mais voilà le piège. Si ton clan était anéanti, la lignée paternelle s'arrêtait net. Dans un monde où la survie était déjà fragile, cette peur de l'effacement transformait chaque clan voisin en menace. Imagine deux groupes vivant près de la même rivière. L'un contrôle l'amont, l'autre l'aval. Une mauvaise saison arrive, les bancs de poissons diminuent, et soudain chacun regarde l'autre avec suspicion. Un seul vol, une seule insulte, et l'étincelle prend. Quand l'affrontement éclate, il ne s'agit pas seulement de nourriture. Il s'agit de savoir si une lignée paternelle va dominer et l'autre disparaître. Et parce que les hommes portaient l'identité du clan, ce sont eux qui étaient visés. Tuer les mâles rivaux n'était pas une violence au hasard. C'était une manière froide et brutale d'effacer une lignée de la carte. Les archéologues qui étudient cette période voient les mêmes schémas. Les squelettes masculins portent plus de traces d'armes que les féminins.
Les tombes montrent des groupes de femmes et d'enfants survivants après les batailles, mais les hommes, absents ou enterrés à la hâte dans des fosses communes. Ce n'était pas un hasard, c'était une stratégie. En éliminant les hommes rivaux, on affaiblissait leur défense et on absorbait leurs femmes et leurs enfants dans son propre groupe. Leur sang devenait le tien, et leur identité était effacée. C'est là que la génétique entre en scène. Le chromosome Y, transmis seulement de père en fils, a presque disparu à l'échelle du monde durant cette période. 97% des lignées masculines se sont éteintes. Cet effondrement stupéfiant n'a pas été causé seulement par la famine ou la peste, qui aurait touché hommes et femmes à parts égales. Non, la destruction ciblée des lignées masculines pointe clairement vers la guerre entre clans, vers des combats délibérés où les hommes étaient les cibles et les femmes les prises. Imagine ce que cela devait faire. Grandir en sachant que la survie de ton père ne dépendait pas du temps ou de la chance, mais de la volonté d'autres hommes de l'effacer. Les jeunes garçons portaient ce poids eux aussi, censés défendre le clan en atteignant l'âge adulte. Mais pour beaucoup, devenir homme signifiait entrer droit dans des guerres que leur père avait déjà lancées. Un faux pas, un raid malchanceux, et leur lignée s'arrêtait. Cette pression a forgé des générations entières dans le feu. Pendant ce temps, les femmes étaient intégrées au clan vainqueur. Une femme conquise pouvait perdre sa famille, mais ses enfants vivraient sous un nouveau nom. Pour la tribu, cela signifiait continuité. Pour les hommes, cela signifiait l'effacement. Leur histoire finissait au moment où leur clan tombait, leur nom ne survivant qu'à voix basse avant de s'éteindre. Cette arithmétique impitoyable de la survie explique pourquoi les lignées masculines se sont effondrées si violemment. Et pourtant, cette concurrence n'était pas aveugle. Elle obéissait à une logique sombre. Quand les ressources manquaient, on ne pouvait pas se permettre de partager. Si les fils du voisin grandissaient, ils défieraient les tiens pour les terrains de chasse. Frapper le premier, tuer leurs hommes avant qu'ils ne tuaient les tiens, devenait une stratégie de survie. Un cycle sans issue, qui a pris de la vitesse jusqu'à l'échelle de la catastrophe. Voilà le monde où la guerre oubliée a pris racine. Un monde où chaque rivière, chaque parcelle de terre, chaque troupeau était un prix pour lequel on tuait. Où les hommes étaient à la fois l'épée et la cible. Où les clans patrilinéaires se sont enfermés dans une spirale mortelle. L'effondrement de 97% des hommes n'était pas qu'une tragédie, c'était la conséquence brutale d'un système où héritage, survie et identité masculine ne faisaient qu'un. Vue sous cet angle, la guerre préhistorique oubliée n'a rien d'un mystère. Elle semble presque inévitable. Des clans rivaux ne pouvaient pas coexister indéfiniment, pas quand leur survie dépendait de l'élimination de l'autre. Alors ils se sont battus, ils ont tué, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une poignée de lignées masculines. Ces survivants, une mince tranche de l'humanité, ont porté leur chromosome Y plus loin. Tous les hommes vivants aujourd'hui descendent de ces quelques clans chanceux qui ont traversé le feu. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, car une fois la guerre entre clans patrilinéaires lancée, elle n'en est pas restée à la simple rivalité. Elle a tourné à l'anéantissement total, raids, massacres, tribus entières d'hommes effacés en une seule génération. Et c'est ainsi, comme on le verra, que la guerre préhistorique oubliée a dévoré presque tous les hommes qui foulaient autrefois la terre. Intensification des guerres tribales pour la terre et les ressources. Ferme les yeux et imagine une vallée verte, riche en rivières, en gibier et en sol fertile. Pour une tribu, c'est la vie même. Mais juste au-delà de la crête, une autre tribu voit la même terre, la même promesse. Elle la veut aussi. À la préhistoire, ce choc de désir ne se réglait pas par la négociation ou des traités. Il se réglait avec la pierre taillée, le feu, le sang. Et de ces combats pour la terre et les ressources est née une guerre qui a pu provoquer un effondrement catastrophique des hommes, n'en laissant vivre que 3 sur 100. Dans de petites communautés dispersées, la survie dépendait de l'accès à la nourriture et à l'eau. Un bon terrain de chasse ou une parcelle fertile pouvait faire la différence entre des enfants qui prospèrent et des ventres vides. Mais les ressources n'étaient jamais infinies. Des changements climatiques, des sécheresses ou la surchasse rendaient les bonnes terres encore plus précieuses. À mesure que les tribus se pressaient les unes contre les autres, le conflit n'était pas seulement possible, il était inévitable. Et quand les hommes étaient les combattants, envoyés sécuriser l'essentiel, leur vie devenait la monnaie de la survie. Au début, ces conflits pouvaient n'être que de petits raids. Une attaque à l'aube, voler du bétail ou chasser les rivaux d'un ruisseau. Mais les humains ont tendance à escalader. Chaque victoire appelait la vengeance. Chaque défaite nourrissait la riposte. Bientôt, les disputes ne portaient plus sur un seul cerf ou une poignée de baies, elles devenaient des guerres d'anéantissement, des luttes pour effacer totalement les clans rivaux. Et quand l'effacement devenait l'objectif, les hommes étaient le plus souvent visés. Pourquoi les hommes? Parce qu'ils portaient les lignées rivales. Tue les hommes et tu coupes l'avenir de cette lignée. Les femmes pouvaient être épargnées, absorbées par le groupe vainqueur, leurs enfants nés dans la tribu des vainqueurs. Mais les hommes, les défenseurs, les rivaux, les vengeurs possibles, devaient être éliminés. C'est un motif qu'on retrouve dans toute l'histoire, mais à la préhistoire, l'échelle a pu être presque inimaginable. Encore et encore, clan après clan, les hommes étaient massacrés dans ces cycles de conquête, jusqu'à ce que la diversité génétique masculine s'effondre presque jusqu'au point de rupture. Vois comment l'escalade fonctionnait. La tribu A prend la terre de la tribu B.
elle tue les hommes, prend les femmes et étend son territoire. La tribu C voit la tribu A devenir plus forte et décide de frapper avant d'être elle-même balayée. Le cycle se répète, chaque tour plus dur que le précédent. Ce qui avait commencé comme des accrochages pour des rivières et des champs devient une spirale de violence qui menace chaque lignée masculine sur son passage. Les indices archéologiques suggèrent la brutalité de ces conflits. Des sites mis au jour montrent des groupes entiers d'hommes enterrés ensemble, des os marqués par les armes, des fosses communes indiquant des fins soudaines et violentes. Et quand on compare cela au goulot d'étranglement du chromosome Y, l'image se précise. Les hommes mouraient en très grand nombre, tandis que les femmes continuaient, intégrées dans les lignées des vainqueurs. Ce n'était pas la famine qui fauchait les faibles, ni la maladie frappant au hasard. C'était une guerre ciblée et acharnée pour la terre et les ressources. Imagine maintenant le choc psychologique. Grandir comme garçon dans un tel monde, c'était vivre avec l'idée que l'âge adulte te mènerait presque sûrement au combat. On te formait, on t'endurcissait, non seulement pour la chasse mais pour l'inévitable affrontement. Hésiter, c'était mourir, perdre, c'était disparaître de l'histoire. L'enjeu, c'était l'existence même. Voilà pourquoi la guerre, plus que la famine ou la maladie, reste l'explication la plus solide de l'effacement quasi total des hommes. Les pénuries alimentaires pouvaient affaiblir une tribu, mais elles n'auraient pas éliminé uniquement les mâles. Les épidémies frappent sans distinction, laissant des traces chez les lignées masculines et féminines. Mais les indices génétiques que nous voyons aujourd'hui pointent vers quelque chose de glaçant et de précis. On retirait les hommes, de façon systématique, tandis que les femmes survivaient. Cela n'a de sens que dans la logique de la guerre. Le mot-clé, c'est escalade. Une fois le cycle lancé, il s'arrêtait difficilement. Chaque génération héritait des rancœurs de la précédente. Chaque victoire portait en elle la graine du prochain conflit. La lutte pour les ressources a allumé le feu, mais l'orgueil et la vengeance l'ont attisé. Quand la poussière est retombée, si elle est jamais retombée, 97% des hommes avaient disparu, leurs lignées effacées. Plus tard, nous verrons comment cette rareté a remodelé les sociétés survivantes, changeant le pouvoir, l'héritage et même la culture. Mais ici, au cœur de l'escalade des guerres tribales, on voit comment tout a commencé. Pas par des mythes ou une catastrophe soudaine, mais par quelque chose de profondément humain. La lutte sans fin pour la terre, pour les ressources, pour la survie. Et cette lutte est devenue une guerre hors norme, la guerre préhistorique oubliée qui a presque effacé tous les hommes. Femmes intégrées aux tribus conquérantes. Imagine la scène. La fumée du combat flotte encore, le sol est couvert d'armes brisées, les cris des hommes se sont tus. Que se passe-t-il ensuite? Les vainqueurs avancent, non seulement pour s'emparer de la terre ou des ressources, mais pour prendre quelque chose de bien plus intime. Ils prennent les femmes de la tribu vaincue. C'était l'un des motifs les plus saisissants de la guerre préhistorique oubliée qui a tué 97% de tous les hommes. Les femmes n'étaient pas seulement des victimes, elles étaient intégrées aux tribus conquérantes, devenant à la fois survivantes et porteuses des lignées des vainqueurs. Aussi brutal que cela paraisse, cela éclaire l'un des puzzles les plus étranges de notre histoire, pourquoi la diversité génétique masculine a presque disparu alors que la diversité féminine a tenu. Souviens-toi du goulot d'étranglement du chromosome Y. Les lignes masculines se sont effondrées, mais l'ADN mitochondrial des femmes raconte autre chose. La variété féminine a survécu. Cela n'a de sens que si les femmes continuaient à passer d'un groupe à l'autre, souvent de force, tandis que les hommes étaient éliminés. Imagine ce que cela donnait au quotidien. Une tribu perd ses hommes au combat. Les femmes jeunes et âgées sont capturées. Pour les vainqueurs, les prendre servait deux buts. D'abord faire grossir leur nombre. Plus de mains, de soins, d'enfants à venir. Ensuite, effacer l'identité du rival. Les enfants à naître ne porteraient que les chromosomes Y des vainqueurs. Au fil des générations, cela créait un cycle brutal mais efficace. Conquérir, absorber, étendre. Ce n'était pas seulement la guerre, c'était une domination génétique. Et voici où l'archéologie et la génétique se rejoignent. Certains sites funéraires révèlent un déséquilibre curieux, des femmes venues de régions lointaines reposent auprès d'hommes du cru. Cela suggère que des femmes ont été déplacées ou assimilées, tandis que les hommes des groupes vaincus disparaissaient sans trace. Mis en regard des données génétiques, le tableau devient clair. Des lignées masculines entières ont été éteintes, tandis que les femmes servaient de pont entre les tribus. On peut se demander, quelle vie pour ces femmes? Certaines ont peut-être trouvé vite une forme de sécurité chez les vainqueurs. D'autres ont vécu avec le deuil, arrachés à des pères, des frères, des fils qui ne sont jamais revenus. Leurs rôles ont changé, mais leur survie a assuré la continuité génétique, alors que celle des hommes ne tenait plus. D'une certaine manière, les femmes sont devenues les gardiennes de la continuité dans le chaos. Sans elles, l'histoire humaine aurait pu s'arrêter. Cette absorption des femmes n'est pas propre à la préhistoire. L'histoire en est pleine d'échos. Raids mongols, expéditions vikings, guerres tribales sur tous les continents. Encore et encore, les vainqueurs éliminent les hommes rivaux et intègrent les femmes. L'effondrement préhistorique n'était pas un accident isolé, c'était la version extrême d'une stratégie humaine récurrente. Mais, dans cette guerre ancienne, l'échelle fut telle que presque toutes les lignées masculines, hormis celles de quelques vainqueurs, ont été effacées. Relions cela au tableau d'ensemble. En intégrant les femmes, on a remodelé non seulement la génétique, mais aussi la culture. Les histoires, les chants, les savoir-faire ont voyagé avec elles.
Les femmes ont porté langue, rites et souvenirs d'un groupe à l'autre, parfois en les mêlant. Imagine un enfant grandissant dans une tribu où sa mère murmure des berceuses venues d'une terre conquise. Avec le temps, des cultures se sont mêlées, même si les lignes masculines s'éteignaient. C'est une influence discrète, cachée, la survie par la mémoire autant que par le sang. Mais le prix fut énorme. Pour ces femmes, survivre signifiait souvent perdre le choix. Elles devenaient symbole de victoire et outil de continuité, leur vie réécrite par l'issue de batailles auxquelles elles n'avaient pas choisi de prendre part. Et pourtant, cruauté paradoxale, ce rôle les a aussi épargnées quand les hommes ne l'étaient pas. Elles ont été le fil qui a relié l'humanité au fil des générations, tandis que le fil masculin était tranché. Cette intégration des femmes aux tribus conquérantes aide à comprendre pourquoi la guerre préhistorique oubliée a laissé une marque si durable. Elle explique l'énigme génétique. Elle montre que le pouvoir se transmettait non seulement par l'épée, mais par le ventre. Et elle rappelle que, tandis que les lignées masculines s'éteignaient presque toutes, la résilience des femmes a permis à l'humanité de survivre. Quand 97% des hommes ont disparu, les femmes ont porté l'histoire plus loin. Pas dans des livres ou des monuments, mais dans leurs enfants, leurs voix et les échos de leur culture. Elles sont devenues le pont vivant à travers la plus sombre des guerres humaines. Domination génétique des clans masculins survivants. Imaginez un monde où presque toutes les lignées masculines ont été effacées. Les batailles sont terminées, les raids ont laissé des villages vides d'hommes et seules quelques tribus tiennent encore debout. Leurs fils survivent, les noms de leurs pères perdurent, tandis que d'innombrables autres ont disparu à jamais. Voilà l'après-coup de la guerre préhistorique oubliée, et c'est là, dans les ruines d'un effondrement masculin presque total, que les clans survivants ont acquis une forme de domination extraordinaire. Leurs chromosomes Y sont devenus la fondation de presque tous les hommes vivants aujourd'hui. La clé pour comprendre cela tient au fonctionnement de l'héritage. L'identité masculine se transmettait par le chromosome Y de père en fils. Lorsque des clans rivaux étaient anéantis, leur chromosome Y disparaissait avec eux. Mais les clans vainqueurs absorbaient les femmes des groupes défaits, assurant l'expansion de leur propre lignée masculine tandis que les autres étaient perdus. Les femmes devinrent le pont entre les morts et les vivants, mais l'identité masculine venait toujours des conquérants. Au fil des générations, cela créa un monopole génétique où seule une poignée de lignées dominèrent l'avenir. Les scientifiques peuvent réellement suivre cette trace dans notre ADN. Les études génétiques montrent qu'il y a environ entre 5 et 7 000 ans, la diversité des chromosomes Y a chuté de façon drastique, comme si le monde s'était rétréci à travers quelques clans survivants. Imaginez des milliards de possibles ancêtres masculins effacés, ne laissant qu'une infime fraction peupler l'avenir. Cet effondrement n'a pas touché l'ADN des femmes, resté diversifié. C'est le signe le plus clair de ce qui s'est passé. Les hommes étaient tués de manière sélective, les femmes étaient absorbées, et les chromosomes Y de quelques vainqueurs se sont répandus sur des continents entiers. Pensez à la rapidité avec laquelle ce changement a dû se faire sentir. Un clan, après avoir vaincu ses rivaux, pouvait voir soudain ses fils et petits-fils engendrer des dizaines d'enfants, tandis que les lignées vaincues s'éteignaient net. En quelques siècles seulement, le paysage génétique s'est transformé. Un homme vivant aujourd'hui peut souvent remonter son chromosome Y à l'un de quelques anciens patriarques qui ont survécu à cette épuration brutale. C'est glaçant, mais aussi remarquable. Des nations entières bâties sur l'héritage d'une poignée de survivants. Et cette domination génétique n'était pas due au hasard. Elle était enracinée dans le pouvoir. Les clans qui contrôlaient les ressources maîtrisaient la guerre, ou frappaient simplement les premiers dans les conflits gagnaient plus que des terres. Ils gagnaient l'avenir. Chaque enfant né sous leur nom renforçait leur contrôle génétique. C'est un cycle logique dans un monde de rareté. La victoire signifiait non seulement la survie, mais une croissance exponentielle. La défaite signifiait l'oubli. Cet héritage explique pourquoi aujourd'hui, lorsqu'ils étudient les populations, les scientifiques trouvent parfois d'immenses grappes d'hommes partageant des chromosomes Y presque identiques. Un exemple célèbre est l'effet des descendants de Gengis Khan, où des millions d'hommes portent un ADN lié à sa lignée. Mais ce phénomène n'a pas commencé au Moyen Âge. Il a commencé dans la préhistoire, quand une poignée de clans ont survécu au grand effondrement masculin et ont diffusé leur empreinte génétique à travers le monde. Pour ceux qui le vivaient, pourtant ce n'était pas un concept scientifique. C'était une question de vie ou de mort. Un garçon élevé dans un clan victorieux avait des opportunités que ses rivaux n'auraient jamais. Il héritait de protection, de ressources et de statut. Ses enfants porteraient le nom de son père. Pendant ce temps, les fils des hommes vaincus n'en avaient jamais la chance. Ils étaient éliminés avant de pouvoir laisser une descendance. L'ampleur de cette domination génétique explique pourquoi 97% des lignées masculines ont disparu, tandis qu'une minorité s'est répandue si largement qu'elle façonne encore l'humanité aujourd'hui. Mais la domination a eu des conséquences. Concentrer le pouvoir entre si peu de clans rendit les sociétés plus hiérarchiques, plus rigides. La parenté tourna autour de l'héritage masculin, tandis que le rôle des femmes fut lié à la continuité assurée par leur intégration dans les groupes dominants. Avec le temps, cela remodela la façon dont on concevait la famille, l'autorité et la survie elle-même. Les échos de ces bouleversements se retrouvent encore dans les traditions des noms de famille, les lois d'héritage et les structures patriarcales.
Ainsi, quand on parle de la guerre préhistorique oubliée, l'histoire ne s'arrête pas au massacre. Elle continue dans l'ADN de chaque homme vivant. Chaque chromosome Y que nous portons est un monument à la survie, un rappel que nos ancêtres n'ont pas seulement eu de la chance, mais ont été assez impitoyables pour endurer quand d'autres ont disparu. La guerre a tué 97% des hommes, mais elle a aussi couronné une infime fraction d'une forme d'immortalité gravée dans le génome humain. Et cela pose une question troublante. Si la survie dépendait autrefois d'anéantir chaque rival masculin, combien de cette ancienne agressivité subsiste encore en nous aujourd'hui? La domination des clans survivants n'a pas seulement façonné notre ADN, elle a façonné notre manière de rivaliser, de combattre et de bâtir le pouvoir. Et plus on plonge dans ce mystère, plus on réalise, la guerre oubliée ne s'est jamais vraiment terminée. Elle vit en nous. Pourquoi la guerre demeure la meilleure explication? Imaginez un instant que vous vous teniez dans un village préhistorique, il y a des milliers d'années. L'air sent la fumée des foyers, le murmure des familles remplit la nuit, et pourtant, sous tout cela, la tension est palpable. Une tribu voisine convoite la même vallée fluviale. Un autre groupe désire vos pâturages. La peur est constante. Puis, un jour, cette peur se matérialise. Des guerriers surgissent, armes levées, et au lever du soleil suivant, presque tous les hommes de votre communauté gisent morts. Les femmes et les enfants survivent, parce qu'ils sont emmenés. Ce n'est pas une tragédie isolée, mais un schéma gravé dans l'ADN de notre espèce. Quand les scientifiques ont identifié l'effondrement de la diversité masculine, le goulot d'étranglement du chromosome Y, ils ont peiné à l'expliquer. Entre 5 et 7 000 ans en arrière, la diversité des lignées masculines s'est réduite à presque rien, tandis que les lignées féminines restaient stables. Ce contraste est la clé. Si la maladie ou la famine avaient été en cause, hommes et femmes auraient été touchés pareillement. Les épidémies ne choisissent pas leurs victimes selon le sexe. La faim ne se soucie pas de savoir si vous portez un chromosome Y. Pourtant, le dossier génétique montre que ce sont les hommes qui ont disparu, tandis que les femmes continuaient de transmettre leurs gènes. C'est pourquoi la guerre s'impose comme l'explication la plus convaincante. Dans beaucoup de premières sociétés, l'héritage, l'identité et le pouvoir circulaient par la lignée masculine. Les hommes étaient à la fois porteurs de l'identité clanique et cibles prioritaires. Lors d'une attaque, tuer les hommes ne revenait pas seulement à éliminer des combattants, c'était effacer l'avenir de l'ennemi. Les femmes, elles, étaient intégrées au clan vainqueur, garantissant que leurs enfants porteraient le sang des conquérants. Avec le temps, cette pratique ne faisait pas que décider des batailles. Elle redessinait la carte génétique de l'humanité. L'archéologie soutient ce récit sombre. À travers l'Europe néolithique, on a mis au jour des fosses communes contenant surtout des hommes. Leurs os marqués par des flèches, des haches, des massues. Des communautés mâles entières anéanties, tandis que l'absence de femmes suggère leur absorption forcée. Un exemple frappant est le site de massacre de Schöneck-Kilianstetten en Allemagne, où des dizaines d'hommes furent exécutés et enterrés ensemble. Leurs blessures racontent un carnage méthodique, pas un chaos aveugle. D'autres sites en Asie et en Amérique résonnent du même rythme violent, montrant que la guerre intergroupe n'était pas occasionnelle, elle était incessante. Rappelez-vous ce que nous avons vu sur la compétition entre clans patrilinéaires. Avec la croissance démographique et la diffusion de l'agriculture, la terre devint plus précieuse, et le contrôle des femmes et des enfants aussi. Les clans capables d'éliminer leurs rivaux ne gagnaient pas seulement des ressources, ils réécrivaient l'avenir génétique. Cela aide à expliquer pourquoi, aujourd'hui, les lignées masculines modernes se regroupent autour de quelques ancêtres anciens. Ce n'était pas le hasard, c'était l'effet de conquêtes répétées, où les clans victorieux diffusaient leurs chromosomiques pendant que d'autres s'éteignaient. Certains ont proposé d'autres théories. Un désastre naturel, une famine, aurait-il sélectionné les hommes qui effectuaient les travaux les plus durs? Une maladie aurait-elle exploité une faiblesse liée au chromosomique? Ces idées ont été envisagées, mais elles n'expliquent ni l'ampleur mondiale ni la précision de l'effondrement. Si seuls les hommes avaient été vulnérables à un pathogène, on s'attendrait à voir des goulots semblables chez d'autres espèces, ce n'est pas le cas. Si la famine était la cause, l'ADN féminin montrerait la même contraction, ce n'est pas le cas non plus. Encore et encore, les preuves renvoient à quelque chose de proprement humain, la violence organisée. Voici ce qui dérange, la guerre n'est pas une invention des royaumes ou des empires, elle est aussi ancienne que l'humanité. La guerre préhistorique qui tua 97% des hommes n'a pas été une bataille, ni même une campagne. Ce furent des vagues de raids, de massacres, d'exterminations, si vastes et persistantes qu'elles ont imprimé leur marque dans le génome humain. Les populations modernes portent encore l'écho de ces quelques lignes masculines victorieuses qui ont survécu au goulot et se sont étendues. Cela explique aussi pourquoi l'agressivité et le conflit organisé se sont enracinés si profondément dans nos sociétés. Quand la guerre décidait quelle lignée survivrait, ce n'était pas seulement de la survie, c'était une sélection. Les hommes restés étaient les descendants de guerriers qui ont combattu, tué et conquis. D'une certaine façon très réelle, la violence a façonné l'héritage génétique de l'humanité moderne. Alors, pourquoi la guerre demeure-t-elle la meilleure explication? Parce qu'elle s'accorde avec les indices à tous les niveaux génétiques, archéologiques, historiques.
L'effondrement de la diversité masculine, les fosses de massacres remplies d'hommes, la persistance des lignées féminines, l'ascension de clans puissants dont le sang coule encore en nous, tout mène à une conclusion. Ce n'est pas la nature qui a presque effacé les hommes de la préhistoire, c'est nous. Et la part la plus obsédante? Cette guerre est oubliée, absente des mythes et des chroniques, mais gravée dans notre ADN. Chaque homme vivant aujourd'hui descend des survivants de ce champ de bataille antique. Les chromosomes Y des vainqueurs sont devenus la base de notre présent, tandis que ceux des vaincus ont été effacés à jamais. Voilà pourquoi la guerre, plus que tout, reste l'explication la plus claire et la plus solide de la guerre préhistorique qui tua 97% de tous les hommes. Comment la rareté des hommes a remodelé les sociétés préhistoriques? Imaginez que vous entriez dans un village il y a des milliers d'années. Mais au lieu d'un équilibre habituel entre hommes et femmes, quelque chose détonne. Les hommes sont rares, si rares que leur présence semble presque mythique. Les feux sont entretenus surtout par des femmes, les champs travaillés par des femmes, les enfants élevés par des femmes. La structure même de la société s'est courbée autour de ce déséquilibre. Ce n'était pas n'importe quelle période, c'était l'après de la guerre préhistorique oubliée qui tua 97% de tous les hommes. La disparition des hommes a laissé une cicatrice qui a tout changé. Rôles sociaux, système de parenté, jusqu'au pouvoir lui-même. Dans la plupart des sociétés d'avant l'effondrement, les hommes étaient centraux à l'identité du clan. Leurs chromosomes Y définissaient des groupes patrilinéaires, des lignes de descendance qui décidaient de l'appartenance. Mais lorsque ces hommes ont disparu, la continuité des tribus a soudain reposé sur les femmes. Elles devinrent non seulement nourricières, mais atout politique, pont entre clans survivants, et parfois le facteur décisif de la survie d'un groupe. Pensez aux ondes de choc de cette rareté. D'abord, le mariage et la reproduction ont changé radicalement. Avec si peu d'hommes disponibles, la pression sur eux s'est envolée. On attendait d'eux non seulement qu'ils combattent et défendent, mais aussi qu'ils engendrent autant d'enfants que possible pour reconstruire les effectifs. Pendant ce temps, les femmes, bien plus nombreuses, pouvaient ne jamais avoir de partenaire permanent. Elles pouvaient être partagées entre groupes de parenté ou absorbées par des tribus rivales, comme on l'a déjà observé après les batailles. Ce déséquilibre peut aussi expliquer l'émergence de certaines coutumes. La polyandrie. Une femme avec plusieurs maris existe encore dans quelques cultures aujourd'hui. Mais, en préhistoire, l'inverse a sans doute dominé. La polygynie. Un homme avec plusieurs épouses par nécessité. La pénurie d'hommes poussait les tribus à maximiser le potentiel reproductif des rares survivants. Il ne s'agissait pas de romance, il s'agissait de survie. Regardons maintenant l'héritage. Avant l'effondrement, beaucoup de clans étaient patrilinéaires, transmettant terre et pouvoir de père en fils. Mais avec si peu d'hommes, il fallut adapter le système. Le rôle des femmes dans la transmission s'accrut. La parenté a pu basculer vers des lignes maternelles, où propriété et identité dépendaient des mères plutôt que des pères. Ce n'était pas un petit ajustement, c'était un séisme culturel. Il a redéfini l'organisation des familles et des tribus, laissant des échos plus tardifs là où la lignée maternelle prit du poids. Bien sûr, la rareté signifiait aussi le pouvoir. Les quelques hommes survivants détenaient une influence énorme. Imaginez un seul homme dans une tribu entourée de femmes qui comptaient sur lui pour des enfants et pour la protection. Son autorité pouvait croître sans frein, donnant naissance à des formes précoces de hiérarchie masculine. En même temps, les femmes elles-mêmes exercèrent davantage de pouvoir qu'avant. Avec les hommes absents, elles dirigèrent des communautés, élevèrent la prochaine génération et négocièrent la survie. Paradoxe, les femmes devinrent plus centrales, tandis que les hommes survivants devinrent plus dominants. On en devine des traces dans les mythes et légendes. De nombreuses cultures racontent des histoires de grandes guerres, de déluges, de fléaux qui ont failli tout anéantir, laissant souvent les femmes porter la vie. Ces récits ne sont peut-être pas littéraux, mais ils font écho à une vérité. L'effondrement préhistorique n'a pas été qu'un événement biologique, ce fut une remise à zéro culturelle. Pensez aussi aux conséquences à long terme. La pression née de la rareté masculine a pu intensifier l'agressivité humaine. Les tribus se sont battues plus durement pour survivre, et contrôler les femmes fut directement lié au contrôle de l'avenir. Cela pourrait expliquer pourquoi des sociétés humaines ont ensuite élaboré des règles strictes autour du mariage, de la parenté et des rôles de genre. La mémoire de la rareté a perduré, façonnant notre vision du pouvoir et de la reproduction pendant des millénaires. Souvenez-vous de l'absorption des femmes par les tribus conquérantes, c'est ici que tout se rejoint. Quand les hommes manquaient, les femmes étaient à la fois le butin et la colle qui tenaient les groupes ensemble. Leurs déplacements entre tribus n'assuraient pas seulement la survie, ils redessinèrent la carte sociale de l'humanité. Les enfants qu'elles portaient reliaient des groupes en réseaux complexes, parfois en effaçant d'anciennes rivalités, parfois en créant de nouvelles. Alors comment la rareté des hommes a-t-elle remodelé les sociétés préhistoriques? Elle a tout changé. Elle a transformé le mariage, l'héritage, le pouvoir et même les racines de la culture. Elle a forcé l'humanité à se rebâtir sous une forme nouvelle, où la survie tenait sur le fil fragile de quelques hommes survivants et sur la résilience d'innombrables femmes. Au final, le monde sorti de cet effondrement n'était plus le même. Et même si les hommes étaient peu nombreux, les femmes ont porté l'humanité à travers la tempête. Sans elles, cette guerre oubliée aurait pu mettre un point final à notre histoire. Le mystère persistant de la guerre préhistorique des hommes.
Ferme les yeux un instant et imagine un temps d'avant les villes, avant l'écriture, avant l'histoire. Le monde est brut, peuplé de petites tribus éparses dans les forêts et les plaines. La vie est rude mais équilibrée, jusqu'à ce que soudain, quelque chose arrive et manque d'effacer les hommes de l'existence. 97% d'entre eux s'évanouissent, laissant une énigme si profonde que même aujourd'hui, avec toute notre science, nous ne pouvons pas l'expliquer pleinement. Voilà le mystère persistant de la guerre préhistorique des hommes. Les preuves ne viennent pas de pierres gravées ou de rouleaux, car il n'en existe pas pour cette époque. Elles viennent de notre sang. La génétique moderne montre un effondrement de la diversité du chromosome Y il y a environ 7000 ans. Presque toutes les lignes masculines ont disparu, ne laissant qu'une poignée pour porter l'humanité. Ce n'est pas normal, ni aléatoire. Il s'est produit quelque chose de puissant, suffisamment violent, suffisamment ciblé, pour presque effacer les hommes. La théorie la plus forte, c'est la guerre. Nous avons déjà vu comment des clans patrilinéaires entraient en compétition, comment des tribus conquérantes absorbaient les femmes et comment les rivaux étaient effacés. Pièce par pièce, l'histoire se dessine, des conflits qui montent en intensité, où les vainqueurs exterminent les hommes vaincus et prennent leurs femmes dans leur rang. Avec le temps, ce cycle impitoyable a éliminé presque toutes les lignées masculines. Cela explique pourquoi la diversité génétique des femmes est restée large alors que celle des hommes s'est réduite à une fraction. Pourtant, des questions demeurent. Pourquoi cette guerre a-t-elle éclaté à une échelle si massive? A-t-elle été déclenchée par un changement climatique, une famine poussant les tribus au conflit, ou une nouvelle technologie, peut-être de meilleures armes, qui a fait pencher la balance vers l'extermination plutôt que la coexistence? L'archéologie montre des signes de violence dans des sépultures préhistoriques, squelettes marqués par des coups, par des flèches, groupes entiers enterrés comme s'ils avaient été massacrés. Mais relier ces os à l'effondrement mondial, c'est comme assembler un puzzle auquel il manque la plupart des pièces. Il existe d'autres hypothèses, bien sûr. Certains évoquent une maladie touchant davantage les hommes. D'autres imaginent des structures sociales changées si radicalement que seules quelques lignées masculines pouvaient se reproduire. Mais aucune ne colle aussi bien que la guerre. Une maladie n'aurait pas épargné les femmes. Des restrictions sociales n'auraient pas surgi simultanément dans tant de régions. La guerre, avec ses mises à mort ciblées des hommes et l'absorption des femmes, demeure l'explication la plus convaincante. Et pourtant, le mystère demeure. Car si la guerre explique le comment, elle n'épuise pas le pourquoi. Qu'est-ce qui a poussé les humains au bord de l'autodestruction? Était-ce la pure compétition pour la terre et les ressources, ou quelque chose de plus profond, une montée d'agressivité impossible à contenir? La vérité est que nous ne le saurons peut-être jamais. La guerre préhistorique des hommes ne laisse ni chronique, ni épopée, ni ruine d'empire. Son seul registre est génétique, et la génétique ne peut qu'à demi-mot. Ce qui rend ce mystère plus hantant encore, c'est la façon dont il a façonné notre monde. Les hommes vivants aujourd'hui descendent d'un groupe choquant de petits ancêtres. D'une certaine manière, nous sommes tous cousins à cause de cet effondrement. Nos systèmes sociaux, clans patrilinéaires, règles d'héritage, contrôle strict des femmes, peuvent remonter aux répliques de ce choc. Même les mythes de grands déluges ou de batailles quasi-apocalyptiques pourraient être des échos culturels de cet âge oublié. Pense-y, quand presque tous les hommes ont disparu, la société a dû être refaite. Les femmes ont porté la continuité de la culture, les enfants ont relié les tribus, et les rares lignes masculines survivantes se sont étendues jusqu'à dominer. La guerre s'est achevée, mais ses conséquences ne nous ont jamais quittés. Chaque fois que l'on regarde les déséquilibres de pouvoir, l'histoire de l'agression ou les mythes de guerre anciennes, on voit peut-être l'ombre de cette catastrophe préhistorique. Et c'est peut-être là le plus étrange. Pour quelque chose d'aussi dévastateur, d'aussi transformateur, il ne reste aucun récit clair. Le phénomène demeure caché, comme une cicatrice sous la peau de l'humanité, que l'on sent sans la voir. On peut rassembler des indices, imaginer des batailles, des victoires et des défaites, mais la vérité complète nous échappera peut-être toujours. Le mystère persistant de la guerre préhistorique des hommes ne parle pas seulement du passé, il parle de nous. Il nous force à demander si la violence et la conquête sont inscrites dans notre ADN et si la survie de l'humanité s'est payée au prix d'un sang inimaginable. Et bien que les hommes qui ont combattu et sont morts dans cette guerre soient oubliés depuis longtemps, leur absence continue de modeler qui nous sommes aujourd'hui. La vie tribale et les rôles de genre dans les premières sociétés. Imagine te réveiller dans un monde où presque tous les hommes ont disparu, père, frère, fils, effacés. Pas une légende, c'est inscrit dans notre ADN, dans le chromosome Y. Il y a des milliers d'années, une guerre préhistorique a failli éliminer tous les hommes. La vie dans les tribus, c'était brutal. Chaque jour, il fallait survivre. Les femmes cueillaient plantes et racines, assurant une nourriture régulière. Les hommes, eux, chassaient et défendaient le clan. Leur rôle était dangereux, mais surtout compétitif. Être un homme, c'était prouver sa force, protéger les siens, transmettre sa lignée. Les ressources étaient rares. Terrain de chasse, rivières, terres fertiles, chaque mètre comptait. Alors les hommes se battaient, encore et encore. Les vainqueurs gardaient les femmes, les enfants portaient leur sang, et les lignées des perdants disparaissaient.
Avec le temps, cette logique implacable a réduit la diversité génétique masculine de 4. Dans les campements, la vie n'était pas que violence. On chantait, on transmettait des histoires. Les femmes gardaient le savoir des plantes. Les hommes formaient des bandes de guerriers. Mais toute identité masculine était liée au combat. Les garçons grandissaient en voyant leur père partir au front, sachant qu'un jour ce serait leur tour. Et petit à petit, tribu après tribu, lignée après lignée, les hommes s'effaçaient, jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus. Voilà le choc révélé par la science, une extinction massive causée non pas par la famine ou la maladie, mais par la guerre qui tua presque tous les hommes. L'épreuve du goulot d'étranglement du chromosome Y. Imagine ça, tous les hommes d'aujourd'hui descendent du même arbre généalogique, un arbre qui a failli disparaître d'un seul coup. Pas un lent déclin, mais presque toutes les lignées masculines coupées nettes, il y a environ 5 à 7 000 ans. La preuve est dans notre ADN, dans le chromosome Y, celui qui relie les pères aux fils. Et voici le plus étrange. Les femmes, elles, ont gardé une diversité génétique stable. Mais du côté des hommes, tout s'est effondré. Presque toutes les lignées ont disparu, et seules quelques-unes ont survécu. Tellement qu'aujourd'hui, des milliards d'hommes descendent de ces rares survivants. Les scientifiques appellent ça le goulot d'étranglement du chromosome Y. Imagine une immense forêt pleine d'arbres. Puis un incendie ravage tout, sauf quelques troncs. Ces survivants reforment la forêt, mais chaque arbre vient de ces quelques rescapés. C'est exactement ce qui est arrivé aux hommes préhistoriques. Alors, qu'est-ce qui a causé ça? Pas la famine ni la maladie, sinon femmes et hommes auraient souffert pareil. Mais là, seules les lignées masculines disparaissent. Et quand on ajoute les fosses communes, les villages brûlés et les traces de guerre, la réponse devient claire. C'était la violence, pas la nature. Petit à petit, les clans sont devenus patrilinéaires. Les hommes portaient le nom, le pouvoir, mais aussi le poids des guerres. Quand une tribu gagnait, elle effaçait les hommes ennemis, gardait les femmes et transmettait uniquement son sang. Résultat, la diversité masculine s'est effondrée. Et cette logique a continué. En Asie centrale par exemple, une immense partie des hommes descendent de quelques guerriers. Tu as sûrement entendu parler de la lignée de Gengis Khan qui couvre des continents entiers. Ce n'est qu'un écho moderne du même phénomène. Mais derrière les chiffres, pense à l'humain, des pères, des fils, des frères disparus. Des femmes qui devaient reconstruire leur vie avec des hommes venus d'ailleurs. Et quelques survivants qui portaient sur leurs épaules le redémarrage de lignées entières. Ce goulot d'étranglement n'est pas juste une donnée scientifique. C'est une cicatrice génétique. Une preuve que la guerre préhistorique a failli effacer tous les hommes. On ne voit plus la fumée des batailles. Mais leurs conséquences sont gravées dans notre ADN. Pourquoi la diversité génétique masculine a presque disparu? Imaginez, vous vous réveillez dans un monde où presque tous les hommes ont disparu. Pas quelques-uns, pas la moitié, mais 97%. Ça paraît fou, et pourtant, c'est exactement ce que nous raconte notre ADN. Il y a environ 7000 ans, la diversité des chromosomes Y, ceux transmis de père en fils, s'est presque effondrée. Au lieu de centaines de lignées masculines, seules quelques-unes ont survécu. Comme une immense forêt réduite à quelques troncs. Mais pourquoi seulement les hommes? L'ADN des femmes, lui, n'a pas bougé. Ce n'était donc pas une famine ni une maladie, mais très probablement la guerre. Dans ces sociétés, les clans s'affrontaient pour les terres et la nourriture. Les vainqueurs tuaient les hommes, mais gardaient les femmes. Résultat, seules les lignées masculines des clans dominants ont survécu. Certains chercheurs ont proposé d'autres explications, climat, épidémie, mais aucune ne colle aussi bien. La guerre reste la théorie la plus solide, et son empreinte est encore visible aujourd'hui. La plupart des hommes du monde descendent d'un tout petit nombre d'ancêtres. C'est glaçant de penser que notre existence actuelle est le fruit de choix brutaux faits il y a des millénaires. Mais c'est aussi une histoire de survie. Quelques lignées ont résisté, se sont répandues et ont façonné l'humanité telle qu'on la connaît. En clair, cette guerre oubliée n'était pas qu'un affrontement de clans, elle a été gravée dans notre sang et chaque homme vivant aujourd'hui en porte encore la trace. Anéantissement des lignées masculines rivales. Imagine deux tribus se faisant face sur une plaine. Il y a des milliers d'années. Le soleil cogne, les armes brillent, la tension est palpable. Mais il ne s'agit pas seulement de territoire ou de nourriture. En jeu, il y a le sang, l'avenir des fils qui continueront ou de ceux qui seront effacés à jamais. Ce n'était pas la guerre comme on l'imagine aujourd'hui, avec des nations et des traités. C'était la survie brute, où l'anéantissement des lignées masculines rivales devint une stratégie délibérée qui a façonné l'ADN même de l'humanité. Quand archéologues et généticiens reconstituent l'histoire de la guerre préhistorique qui a tué presque tous les hommes, l'idée d'une élimination ciblée des lignées revient sans cesse, comme une ombre derrière chaque indice. Les clans rivaux ne se contentaient pas de vaincre. La victoire signifiait plus que tuer quelques ennemis, elle signifiait effacer leur lignée de l'existence. Les hommes étaient massacrés par vagues, leurs fils abattus, leurs pères laissés là. Les femmes, elles, étaient absorbées par le clan vainqueur, garantissant que seuls les chromosomes Y des conquérants, les marqueurs des lignes masculines, se poursuivraient. Vois la brutalité et l'intention. Si tu conquiers un rival mais laisses ses fils en vie,
sa lignée continue de concurrencer la tienne. Mais si tu l'effaces entièrement, ta lignée masculine prend le dessus. Cette logique impitoyable explique pourquoi la diversité génétique masculine a presque disparu pendant cette période. Ce n'était pas le hasard, c'était une élimination calculée. On en devine la trace à la fois dans l'archéologie et dans les mythes anciens. Des fosses communes en Europe et en Asie montrent des hommes blessés violemment, tandis que l'absence de corps féminin suggère que les femmes furent prises plutôt que tuées. Des récits transmis oralement parlent de tribus rivales exterminées jusqu'au dernier homme, tandis que les femmes sont prises pour épouses ou intégrées au clan. Ces histoires ne sont pas que de la poésie, elles font écho à la dure réalité des conquêtes préhistoriques. Ce n'était pas un événement unique, c'était un cycle répété. Clan après clan montait, se battait, puis était effacé. Chaque fois qu'une lignée disparaissait, la domination d'une autre grandissait. Le goulot d'étranglement du chromosome Y, visible aujourd'hui, où presque tous les hommes descendent d'un petit nombre d'ancêtres, s'explique quand on imagine d'innombrables lignées rivales ainsi supprimées. Et il ne s'agissait pas seulement de force brute, c'était de la stratégie. Imagine une tribu préparant un raid. L'objectif n'était pas seulement la nourriture ou la terre, mais d'empêcher toute poursuite de la lignée rivale. On tuait les hommes vite et complètement, puis on prenait les femmes et les enfants comme captifs en les intégrant à sa société. Au fil des générations, ces enfants grandissaient sous l'identité des vainqueurs, la lignée du père effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Une manière glaçante et efficace de réécrire l'histoire humaine. Le plus troublant, c'est le caractère définitif. Une lignée perdue l'était pour toujours. Des groupes entiers d'hommes, avec leurs histoires, leurs traditions, leurs codes génétiques, disparaissaient sans autre trace que des os. À leur place, la lignée des vainqueurs s'étendait, cimentant sa domination. Ce cycle d'extinction et d'absorption a sculpté la population humaine telle que nous la connaissons. Souviens-toi des indices d'un déclin masculin massif. Ces tombes remplies d'hommes racontent la même chose, une violence ciblée. Mais, associée à la génétique, l'image se précise. Ce n'était pas seulement tuer dans la chaleur du combat. C'était une stratégie systématique pour effacer les mâles rivaux de l'avenir. Et pense aux survivants, surtout aux femmes. Elles sont devenues des passerelles vivantes entre un passé détruit et un futur revendiqué par les vainqueurs. Leurs enfants portaient le sang des conquérants, tandis que les souvenirs de leurs pères perdus s'effaçaient. Des identités entières se dissolvaient en une génération, ne laissant que des fragments dans les mythes. Même aujourd'hui, quand les généticiens étudient les populations, la domination de certaines lignes masculines saute aux yeux. Ce n'est pas seulement la dérive, c'est l'empreinte de la guerre préhistorique, où éliminer les lignées rivales comptait autant que survivre. Le fait que presque tous les hommes actuels remontent à un nombre choquant de pères anciens, prouve à quel point cette stratégie fut dévastatrice et efficace. La guerre qui a tué 97% des hommes n'était pas seulement une affaire de mort, c'était une affaire de disparition. Des lignées furent tranchées comme au couteau, retirées de l'histoire humaine, et même si le temps a enfoui les détails, l'écho demeure dans notre ADN. Autrefois, survivre signifiait effacer des histoires masculines entières. Plus on met ces indices bout à bout, plus c'est clair, ce n'était pas le chaos, c'était une stratégie. Et ce n'est qu'en retraçant ces lignées perdues qu'on comprend l'ampleur réelle de la guerre préhistorique oubliée. Massacre dans les conflits entre groupes. Imagine une vallée tranquille, il y a des milliers d'années. La fumée des feux de cuisson monte, des enfants rien près de la rivière, des hommes affûtent des lances au bord du camp. Ça paraît paisible, mais en quelques heures, la vallée pouvait être jonchée de corps. Des groupes entiers d'hommes abattus, leur sang dans la terre, leurs noms et leurs avenirs effacés. Ce n'était pas une tragédie rare, c'était un motif, répété encore et encore dans les paysages préhistoriques. Et cela a laissé la cicatrice la plus profonde de notre histoire, la guerre qui a tué 97% de tous les hommes. Quand des scientifiques ont découvert des fosses communes remontant à cette période, les preuves parlaient d'elles-mêmes. Des rangées de squelettes, presque tous masculins, des os marqués par des lames, des crânes écrasés, des pointes de flèches coincées entre les côtes. Ce n'étaient pas des accidents, ni des victimes de famine. C'étaient des mises à mort délibérées, organisées, impitoyables. Et souvent, femmes et enfants manquaient dans ces fosses. Détail glaçant, les femmes étaient épargnées, absorbées par les tribus victorieuses, tandis que les hommes étaient exterminés systématiquement. Tu te demandes peut-être, pourquoi ce ciblage si brutal? La réponse tient au fonctionnement des sociétés tribales anciennes. Dans beaucoup d'endroits, la terre, le pouvoir et l'identité se transmettaient par la lignée masculine. Les tribus rivales n'attaquaient pas seulement pour la nourriture ou le territoire, elles effaçaient des lignées entières. En tuant les hommes et en prenant les femmes, elles assuraient la diffusion de leurs propres chromosomes Y, tandis que ceux de l'ennemi disparaissaient. Ce n'était pas seulement la survie, c'était la domination, la réécriture du futur génétique de l'humanité. Souviens-toi du goulot d'étranglement du chromosome Y. Là, les chiffres prennent sens. Les données génétiques montrent que presque toutes les lignées masculines se sont effondrées il y a entre 5 et 7 000 ans. L'explication la plus simple, la plupart des hommes n'ont pas vécu assez longtemps pour transmettre leurs gènes. La guerre n'était pas aléatoire, elle était systématique. Les conflits entre groupes ont viré en purge massive, ne laissant qu'une poignée de clans vainqueurs pour engendrer les générations suivantes. Les archives archéologiques renforcent ce tableau.
Des sites en Europe, en Asie et même dans les Amériques racontent la même histoire. Villages brûlés, squelettes masculins entassés, armes dispersées parmi les morts. Un exemple célèbre est la fosse de la mort de Thalheim en Allemagne, où des dizaines de personnes furent massacrées il y a environ 7000 ans. Beaucoup étaient des hommes tués violemment, tandis que les femmes étaient étrangement absentes, très probablement emmenées par les assaillants. D'autres sites répètent ce rythme brutal. C'était une forme de génocide dont notre ADN porte encore la marque. Pense un instant au coût humain. Être un garçon à peine assez grand pour tenir une lance et devoir défendre ta tribu quand les pillards arrivent. Des pères se dressant devant leur famille, fauchés l'un après l'autre. Les victimes n'ont pas seulement perdu la vie, elles ont perdu leur avenir, leur héritage, leur place dans l'histoire. Chaque lignée génétique coupée, c'était comme une bibliothèque en cendres, des histoires et des identités perdues à jamais. On imagine parfois les peuples préhistoriques comme simples, mais ces massacres demandaient coordination, stratégie, décision collective. Pour effacer toute une population masculine, il fallait planifier des raids, les exécuter avec précision et faire respecter la règle sombre d'épargner seulement les femmes. Ce niveau d'organisation montre que déjà, on comprenait l'arithmétique brutale de la survie, tue les mâles rivaux et tu tues leur lignée. Et voici la part troublante, ces échos n'ont pas disparu avec la préhistoire. Bien plus tard, à l'époque des empires, des conquérants comme Gengis Khan ont utilisé des stratégies comparables, éliminant les hommes rivaux tout en répandant leur propre lignée. Un thème récurrent des conflits humains, mais dont les racines plongent dans la guerre oubliée qui a remodelé notre espèce. Les massacres dans les conflits entre groupes n'étaient pas qu'une affaire de chiffres sur un champ de bataille. Ils ont façonné la base génétique de l'humanité. Les survivants, ces rares hommes dont les clans ont triomphé, sont devenus les ancêtres de presque tous les hommes d'aujourd'hui. En remontant les lignes, on retombe sans cesse sur les mêmes, partant d'une poignée de vainqueurs qui ont vécu tandis que tant d'autres mouraient. La prochaine fois que tu regarderas la diversité des cultures, des langues, des visages, souviens-toi que sous cette variété se cache une uniformité silencieuse, une ombre de similitude dans le chromosome Y. Cette similitude est née dans le sang, dans des vallées remplies des corps d'hommes qui ont perdu leur place dans l'histoire. Et même si la terre a englouti leurs os, le silence de ces massacres pèse encore sur ce que nous sommes. La guerre n'a pas été une seule bataille, ni même une seule génération. Ce furent d'innombrables raids, d'innombrables tueries, jusqu'à ce que 97% des hommes disparaissent. Et chaque nouvelle fosse commune découverte résonne comme un écho de cette guerre oubliée, rappelant à quel point l'humanité a frôlé la perte de presque tous ses pairs. Archéologie contre génétique, recoupez les indices. Si vous creusiez la terre pour mettre au jour un cimetière préhistorique, quelle histoire ces os vous murmurerait-il? Crâne brisé, côtes éclatées, inhumation de masses d'hommes regroupées dans une mort soudaine. L'archéologie peint une image. Mais si vous vous tournez vers la génétique et scrutez les brins d'ADN transmis pendant des milliers d'années, vous en trouvez une autre, le goulot d'étranglement du chromosome Y, preuve que presque toutes les lignées masculines ont été effacées d'une manière catastrophique. Le vrai mystère est de savoir comment ces deux indices, l'un enfoui dans le sol, l'autre caché dans notre sang, s'emboîtent pour raconter l'histoire de la guerre préhistorique oubliée qui tua 97% des hommes. Depuis longtemps, les archéologues exhumèrent des preuves de violence anciennes. Des restes squelettiques montrent des pointes de flèches fichées dans les os, des crânes écrasés par des armes contondantes et des groupes entiers enterrés à la hâte dans des fosses communes. Certains sites révèlent même des hommes massacrés tandis que femmes et enfants furent épargnés. Ces constats suggèrent des mises à mort ciblées, pas la malchance au hasard. C'est le genre de schéma qui correspond à la logique de la guerre, des conquérants qui éliminent les rivaux mâles tout en absorbant les autres dans leur propre tribu. Mais les os, à eux seuls, ne révèlent pas l'ampleur. Était-ce des massacres isolés ou une part d'un phénomène bien plus vaste? C'est ici que la génétique entre en scène. En étudiant le chromosome Y, le brin transmis directement de père en fils, les scientifiques ont découvert un effondrement sidérant. Il y a environ 7000 ans, la diversité masculine s'est presque volatilisée. Imaginez un monde où d'innombrables lignées masculines s'arrêtent net, ne laissant qu'une poignée pour continuer. Les lignées génétiques féminines, elles, ne montrent aucun effondrement comparable. Leur diversité est restée forte, ce qui nous dit que les femmes survivaient, tandis que les hommes disparaissaient. Ce n'est pas l'empreinte d'une famine ou d'une peste, c'est l'empreinte d'une extermination masculine systématique. La force et la frustration de l'archéologie, c'est son immédiateté. On voit et on touche les preuves, un squelette marqué par une lance, un village brûlé, des armes éparpillées dans la terre. Elle nous place au cœur de la scène. Mais l'archéologie est locale. Un site montre un massacre, un autre non. La génétique, au contraire, est globale. Chaque humain vivant aujourd'hui porte dans son ADN l'écho de ce goulot d'étranglement. La génétique nous dit que l'effondrement n'était pas régional, il était étendu, à travers continents et populations. La question devient, peut-on tisser os et gènes en un récit unique et cohérent? Réfléchissons-y. L'archéologie montre des hommes tués en groupe, souvent lors de raids ou de guerres violentes. La génétique montre que les lignées masculines se sont effondrées dans le monde entier, à peu près au même moment.
Ensemble, cela suggère non pas des batailles isolées, mais une vague de conflits croissants, des guerres si implacables qu'elles ont presque effacé la moitié masculine de l'humanité. Chaque tribu victorieuse tuait les hommes, absorbait les femmes et transmettait son chromosome Y. De génération en génération, cela s'est répété jusqu'à ne laisser qu'un mince filet de lignée masculine. Les sceptiques demanderont, la maladie aurait-elle pu provoquer l'effondrement? Mais si une peste avait frappé, hommes et femmes auraient montré une perte génétique. L'archéologie, elle aussi, révélerait des fosses tenant les deux sexes. Ce n'est pas ce que l'on voit. Les os et l'ADN concordent, les hommes étaient la cible. Une autre théorie évoque la famine, mais la faim ne choisit pas son genre. Là encore, les indices ne collent pas. La seule explication qui concorde à la fois avec les sites de massacres archéologiques et avec le goulot d'étranglement masculin est la guerre. Systématique, ascendante, dévastatrice. C'est une vision hantée, des vallées entières baignées de sang, des villages brûlés, de jeunes hommes abattus avant d'avoir des enfants. Et pourtant, juste au-delà des ruines, des femmes qui survivent et perpétuent les lignées des vainqueurs. Le registre archéologique nous offre le détail scène par scène, les os brisés et les maisons calcinées. Le registre génétique nous donne la longue perspective, le fait indéniable que presque tous les hommes ont disparu. Souvenez-vous de notre réflexion sur l'escalade des guerres tribales. C'est ici que le puzzle s'emboîte. Les massacres archéologiques sont les empreintes digitales de cette violence, tandis que la génétique est le grand livre qui comptabilise le coût cumulé. L'un raconte ce qui s'est passé sur le terrain, l'autre montre comment cela a façonné l'humanité pendant des millénaires. Aujourd'hui encore, les chercheurs s'emploient à relier des sites archéologiques précis à des changements génétiques dans les populations voisines, pour dresser une carte de la destruction et de la survie. Chaque nouvelle découverte, une fosse remplie d'hommes massacrés, ou une séquence ADN montrant des lignées disparues, ajoute un coup de pinceau au tableau. Peu à peu, archéologie et génétique convergent vers une même vérité troublante. Une guerre préhistorique, si vaste et impitoyable, qu'elle tua 97% des hommes. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, nous verrons comment la rareté masculine a remodelé la parenté, l'héritage et même des mythes qui résonnent jusqu'à nous aujourd'hui. Mais ici, dans le dialogue entre os et gènes, se trouve la preuve la plus claire. L'archéologie montre la violence. La génétique en montre l'échelle. Ensemble, elles révèlent la guerre oubliée qui a presque effacé les hommes de la Terre. Cause alternative, théorie de la famine et des maladies. Imaginez un monde où les champs se sont desséchés, les rivières taries et le gibier a disparu des forêts. La faim tenaille chaque ventre et le désespoir rythme les jours. Ou imaginez pire encore, une maladie invisible qui balaye les campements, épargnant certains tout en abattant d'autres par vagues. Quand les scientifiques ont découvert l'effondrement préhistorique des populations masculines, certains se sont demandé si la famine ou la maladie, plutôt que la guerre, n'avaient pas été les tueurs silencieux. Après tout, l'histoire a vu la faim et les pestes faucher des millions de vies. Pourrait-elle expliquer la disparition de presque tous les hommes? La famine paraît un suspect naturel. Les premières sociétés étaient extrêmement vulnérables aux variations du climat. Un changement de pluie, un refroidissement ou la surchasse pouvaient plonger des tribus entières dans la disette. Dans de telles conditions, les hommes, souvent chasseurs et guerriers, pouvaient être les premiers à mourir. Ils affrontaient des chasses dangereuses, parcouraient de longues distances pour trouver de la nourriture et en période de pénurie, subissaient parfois des rations plus dures. Les archives archéologiques révèlent effectivement des périodes de malnutrition, avec des squelettes montrant des croissances ralenties et des signes de faim. En théorie, la famine pourrait faire pencher la survie, laissant davantage de femmes et d'enfants pendant que les hommes périssaient en plus grand nombre, mais voilà le problème. La famine est indifférenciée. Elle ne cible pas proprement un seul sexe. Les femmes et les enfants souffrent autant, souvent davantage, puisque les femmes enceintes et les nourrissons sont particulièrement vulnérables. Si la famine était la cause principale, on verrait un déclin généralisé des deux sexes, et non l'effondrement net et sélectif des hommes révélés par la génétique. Cette discordance est l'une des raisons pour lesquelles la famine seule n'éclaire pas le mystère. Reste la théorie de la maladie. Les épidémies ont toujours façonné l'histoire humaine. La peste noire, la variole, la grippe, toutes ont laissé des cicatrices immenses. Un pathogène ancien aurait-il pu frapper plus durement les hommes que les femmes, créant le déséquilibre dramatique que l'on observe dans les archives préhistoriques? Ce n'est pas impossible. Certaines maladies affectent différemment les sexes, en raison de variations hormonales, immunitaires et même génétiques. Des chercheurs ont spéculé sur une peste préhistorique exploitant une vulnérabilité masculine, peut-être liée au chromosome Y. À première vue, cela semble plausible. Un tel agent aurait pu décimer les hommes à travers les continents, laissant les femmes poursuivre la vie, mais là encore, les indices ne s'accordent pas tout à fait. Les maladies provoquent généralement des dévastations larges, pointent dans des populations entières, tuant vieux, jeunes, hommes et femmes, et, point crucial, elles laissent des signatures génétiques de résistance, des traces d'immunité transmises par les survivants. Or, quand on regarde le dossier génétique, on ne voit pas une survie aléatoire. On observe des lignées réduites presque exclusivement du côté masculin, tandis que la diversité féminine reste nettement plus intacte.
Ce type de motif sélectif évoque moins une peste qu'une violence ciblée. Pourtant, l'idée de la maladie persiste parce qu'elle ajoute une couche troublante de possible. Imaginez qu'un fléau antique ait bel et bien balayé les hommes plus mortellement que les femmes. Les survivants se seraient retrouvés dans un monde étrange et déséquilibré, où les femmes étaient très nombreuses. Les sociétés auraient basculé, les alliances se seraient reformées, et des mythes seraient peut-être nés pour expliquer ce basculement. Pensée glaçante, même si les preuves penchent davantage vers une autre cause. Quant à la famine, elle ne doit pas être totalement écartée. La faim attise souvent le conflit. La rareté des ressources a pu être l'étincelle qui enflamma les guerres tribales déjà décrites. Quand les champs échouent ou que le gibier se raréfie, les tribus se tournent les unes contre les autres. Et dans ces luttes brutales, les hommes deviennent les cibles principales. Ainsi, si la famine n'explique pas à elle seule l'effondrement, elle a pu jouer le rôle de détonateur, allumant des guerres qui ont achevé le travail. En plaçant famine et maladie aux côtés des cicatrices de violence révélées par l'archéologie, l'image s'éclaircit. Toutes deux ont pu constituer des pressions de fond, mais aucune, seule, n'explique la disparition de 97% des hommes. Seule la guerre, avec sa stratégie impitoyable d'effacer les lignées rivales, correspond pleinement aux indices. Ces théories demeurent utiles car elles rappellent que la préhistoire n'était pas simple. Les humains vivaient au croisement de crises imbriquées, faim, maladie et guerre, qui se renforçaient parfois. Ainsi, famine et maladie n'étaient peut-être pas l'arme du crime, mais elles furent presque certainement des complices de la tempête. Elles ont préparé le terrain, affaibli les sociétés et rendu les gens désespérés. Et dans ce désespoir s'est engouffrée une solution plus sombre. Une guerre sans pitié, conçue non pour vaincre seulement, mais pour effacer. Autrement dit, on ne peut dissocier la guerre préhistorique oubliée des ombres de la faim et de la peste. Elles n'ont peut-être pas été les tueurs, mais elles ont rendu le massacre possible. Basculement du pouvoir dans la parenté et l'héritage. Imagine un monde soudain vidé de presque tous ses hommes. Pères, frères, fils, disparus en si grand nombre qu'il ne reste qu'une mince fraction de lignée masculine. La guerre préhistorique oubliée n'a pas seulement pris des vies, elle a reconfiguré le tissu même de la famille et de la société. Quand 97% des hommes ont été effacés, la parenté et l'héritage, ces fils invisibles qui relient les gens, ont dû se déplacer d'une manière que l'humanité n'avait jamais connue. Avant l'effondrement, le pouvoir se transmettait généralement par la ligne du père. Les clans étaient patrilinéaires, avec les noms, les outils et les droits de chasse liés aux hommes. Un fils héritait du rôle, du statut et de la lignée de son père. Mais quand presque toutes les lignées masculines ont été interrompues, cette structure s'est fissurée. Soudain, les femmes sont devenues des passerelles vivantes entre les tribus. Les conquérants qui absorbaient les femmes des groupes vaincus ne prenaient pas seulement des épouses, ils s'ouvraient l'accès aux générations futures. La parenté a cessé d'être une chaîne nette de père à fils pour devenir des toiles emmêlées fusionnant d'anciennes familles en nouvelles. Vois cela du point de vue d'un clan survivant. Après la bataille, les hommes étaient partis, mais les femmes restaient. En les épousant ou en les accueillant, les vainqueurs pouvaient étendre leur propre lignée tout en effaçant l'identité des vaincus. Avec le temps, cela a changé le sens même de l'héritage. Le chromosome Y, porté seulement par les hommes survivants, est devenu rare et précieux. Les liens des femmes pour qui elles enfantaient, dans quel clan elles étaient intégrées, sont devenus le facteur crucial pour décider quelle lignée perdurerait. Les archéologues envoient des indices dans les sépultures. Plus tôt, on enterrait les hommes avec des armes et des symboles d'autorité, leurs tombes servant de témoignage à la lignée et à la domination. Mais après l'effondrement, des indices suggèrent que les femmes ont pris une importance plus visible. Certaines tombes féminines montrent des richesses et des objets autrefois réservés aux chefs masculins. Comme si l'équilibre du pouvoir symbolique s'était déplacé, reflétant le fait que les femmes étaient désormais les vaisseaux par lesquels les clans se préservaient. La génétique raconte la même histoire. Tandis que la diversité des chromosomes Y s'effondrait, l'ADN mitochondrial, hérité des mères, restait riche et varié. Cela signifie que des femmes de nombreux clans ont survécu, même si leurs parents masculins n'ont pas vécu. Leur survie a porté la culture, les savoirs et la mémoire jusque dans les tribus victorieuses. Ce n'était pas seulement de la biologie, c'était un basculement culturel. La parenté n'était plus seulement la ligne du père. Elle est devenue une mosaïque fondée sur la survie des femmes et la rareté des hommes. Imagine être un enfant né dans ce nouveau monde. Si le clan de ton père avait triomphé, tu grandirais entouré de femmes venues de tribus vaincues, parlant d'autres dialectes, racontant des histoires de lieux que tu ne verrais jamais. Pourtant, tu porterais le nom de ton père, sa lignée imprimée en toi, tandis que l'héritage de ta mère se fondrait en arrière-plan. Ce mélange a remodelé des sociétés entières, créant de nouvelles identités sur les cendres des anciennes. L'héritage a aussi changé de façon concrète. Avec moins d'hommes pour transmettre bien et droit, le contrôle des outils, des terres ou du bétail, là où il existait, s'est concentré entre les mains des clans survivants. Le pouvoir ne se répartissait plus entre de nombreux pères et fils. Il s'est resserré, consolidé et souvent farouchement gardé. Cette concentration de l'héritage a préparé le terrain pour des hiérarchies qui allaient plus tard se figer en chefferies et royaumes de l'histoire écrite.
la guerre n'a pas seulement réduit le nombre d'hommes, elle a amplifié l'autorité des quelques-uns qui restaient. Et voici la part troublante, les échos de ces basculements vibrent encore aujourd'hui. L'idée que les noms, les biens ou le pouvoir doivent passer par la lignée masculine est une mémoire culturelle de ce goulot d'étranglement ancien, lorsque l'héritage a été reconstruit après la quasi-disparition des hommes. Même aujourd'hui, les patronymes et certaines traditions patriarcales portent l'ombre de ce moment préhistorique où l'humanité a dû réinventer la parenté depuis zéro. Ainsi, la guerre oubliée n'a pas été qu'une destruction, elle a été une transformation. Avec des hommes disparus en des nombres vertigineux, les femmes sont devenues les fils qui ont rapiécé la société. L'héritage a cessé d'être un flux régulier à travers d'innombrables pères pour se rassembler entre les mains d'une infime minorité survivante. Cela a remodelé non seulement qui a survécu, mais comment l'humanité a appris à s'organiser ensuite. Et si tu crois que les changements s'arrêtent là, détrompe-toi, car la guerre n'a pas seulement infléchi l'héritage, elle a creusé de profondes cicatrices dans la culture, les récits et les mythes. La mémoire de ces basculements a persisté, transmise de génération en génération, devenant des légendes de grandes guerres et d'hommes perdus. Ces mythes sont le prochain écho de la guerre préhistorique oubliée, et ils nous murmurent encore aujourd'hui. Mythes culturels faisant écho aux guerres masculines anciennes. T'es-tu déjà demandé pourquoi tant des plus vieux récits de l'humanité sont remplis de guerres sans fin, d'idoles qui s'affrontent, de frères qui tuent leurs frères, et de tribus entières rayées de la terre? On pourrait penser que ces histoires ne sont que des métaphores, des exagérations pour divertir autour du feu. Et si c'étaient des échos, des souvenirs affadis d'un événement réel, quelque chose d'aussi vaste et terrible qu'il s'est gravé dans la mémoire collective de notre espèce? La guerre préhistorique oubliée qui a tué 97% de tous les hommes n'a peut-être pas survécu dans des écrits, mais son nombre pourrait persister dans des mythes des quatre coins du monde. Prends l'histoire de Caïn et Abel, l'un des plus anciens récits de la tradition judéo-chrétienne. Deux frères, l'un tue l'autre, et le sang crie depuis la terre. C'est une parabole de jalousie. Mais, plus profondément, elle reflète un monde où la vie des hommes était fragile, facilement prise dans des cycles de violence. Élargis le regard, et tu trouves des échos semblables partout. Le Mahabharata en Inde, rempli de guerres épiques qui ravagent des clans entiers. Les sagas nordiques, où les hommes s'entretuent jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une poignée de survivants au crépuscule de Ragnarok. Même les récits grecs de la guerre de Troie, où les hommes tombent par myriades, tandis que les femmes sont emportées comme prises. Ce qui relie ces mythes, ce n'est pas seulement la guerre, c'est la destruction quasi totale des lignées masculines. Encore et encore, les histoires se terminent avec les hommes morts et les femmes intégrées du côté des vainqueurs. N'est-ce pas étrangement proche de ce que la génétique nous dit qu'il s'est passé il y a des millénaires? Un monde où des tribus conquérantes tuaient les hommes rivaux mais épargnaient les femmes, les tissant dans de nouvelles familles et transmettant leurs propres chromosomiques, tout en effaçant d'autres à jamais. Bien sûr, les mythes évoluent, mêlant symboles et fragments de vérité. Mais pense à la mémoire. Imagine que tu sois un enfant dans une tribu où presque tous les hommes ont été anéantis par un groupe rival. Tu grandis avec cette histoire, tu la transmets à tes enfants, qui la transmettent aux leurs. Au fil des générations, les détails se brouillent, des idoles et des monstres remplacent les guerriers réels, mais le cœur demeure, des hommes détruits par des guerres terribles, des femmes emportées, la survie suspendue à un fil. Ce genre de traumatisme ne disparaît pas, il se mue en mythe. Même les mythes de déluge peuvent porter l'écho de cette guerre oubliée. Les inondations, dans les récits, symbolisent souvent un lessivage, un effacement de presque tout, ne laissant qu'un petit reste pour repeupler le monde. N'est-ce pas d'une certaine manière ce que montre le goulot d'étranglement du chromosome Y? Une quasi-extinction des hommes, suivie d'une poignée de survivants, dont les lignées sont devenues la base des générations futures. Le déluge n'était peut-être pas l'eau, mais des vagues de guerre. L'archéologie nous montre des os et des armes brisées. La génétique nous montre l'effondrement de la diversité masculine. Mais les mythes nous montrent la cicatrice psychologique, la tentative des premières sociétés de donner du sens à une perte impensable. Pourquoi les idoles demandaient-elles tant de sang? Pourquoi la vie des hommes était-elle si fragile? Pourquoi les femmes vivaient-elles, tandis que des lignées entières de pères et de fils disparaissaient? Les mythes donnaient un sens à ces questions, même si les réponses étaient drapées de symboles. Et pense à ceci, la persistance des mythes du guerrier masculin à travers les cultures est peut-être elle-même un produit de ce traumatisme ancien. Quand 97% des hommes meurent dans les conflits, quelles leçons transmettent les survivants? Que les hommes doivent toujours être forts, toujours se battre, toujours prêts à défendre ou conquérir. La glorification du guerrier, l'interminable cycle de vengeance dans les légendes, peut-être que ce ne sont pas seulement des choix culturels, mais des héritages d'une époque où la faiblesse signifiait l'extinction. Souviens-toi quand on a confronté l'archéologie et la génétique, elles donnent des indices matériels. Les mythes, eux, apportent un écho humain, une voix. Les histoires ne sont pas des archives littérales, mais elles préservent la mémoire de la violence, de la perte et de la survie. Et quand on les aligne, à travers continents et siècles, le motif devient difficile à ignorer.
Elles semblent toutes se souvenir d'un monde où les hommes combattaient et mouraient en nombres écrasants, tandis que les femmes portaient l'avenir. Plus tard, nous verrons comment ces échos ont remodelé les sociétés après la guerre, comment l'héritage, la parenté et même nos schémas d'agression à long terme ont été transformés. Mais pour l'instant, il suffit de reconnaître que les mythes ne sont pas que des contes. Ils pourraient être nos plus vieux livres d'histoire, chuchotant depuis le passé, entretenant la mémoire de la guerre préhistorique, oubliée qui a failli rayer les hommes de la Terre. Impact à long terme sur l'agression humaine. Ferme les yeux et imagine la scène. Un feu de camp sous un ciel préhistorique, des guerriers qui affûtent leurs lances, des enfants blottis contre leur mère, et un silence qui cache le souvenir d'une bataille livrée quelques jours plus tôt. Dans ce monde, l'agression n'était pas qu'un élan, c'était la survie. Mais voici la question troublante. Quand 97% des hommes ont été balayés par la guerre préhistorique oubliée, qu'est-ce que cela a fait à notre façon de nous battre, de rivaliser, et même de penser la violence? Les échos de ce bain de sang ancien nous façonnent peut-être encore. Commençons par l'évidence. La guerre ne visait pas seulement à tuer des hommes, elle visait à éliminer les lignées masculines rivales. Ce type de violence n'était pas aléatoire, il était intentionnel, systématique, stratégique. Et lorsqu'un schéma se répète sur des générations, il ne change pas seulement qui survit, il façonne les comportements. Les clans qui prospéraient étaient souvent ceux dont les hommes n'étaient pas seulement féroces, mais assez impitoyables pour anéantir les compétiteurs. Avec le temps, des traits liés à l'agression, audace, domination, volonté de combattre, se sont ancrés profondément dans les lignées masculines survivantes. Une forme d'évolution par la brutalité. Souviens-toi aussi de l'absorption des femmes par les tribus conquérantes. Ce n'était pas que de la biologie, c'était de la culture. Ces femmes portaient des histoires, des peurs, des stratégies de survie qui renforçaient la domination des clans agressifs. Les enfants nés dans ces sociétés grandissaient là où l'agression n'était pas seulement tolérée, elle était célébrée. Un fils qui hésitait mettait en péril la survie de toute sa lignée. Un fils qui combattait sans pitié assurait l'avenir de son clan. La guerre a laissé derrière elle un monde où l'agression était récompensée et tissée à la fois dans le sang et dans la culture. Et cette influence ne s'est pas éteinte quand les combats ont cessé. Pense à la manière dont les sociétés se sont organisées longtemps après. Systèmes patriarcaux, héritage par la ligne masculine, élite guerrière, tout cela fait écho à la logique de ces luttes anciennes. La violence est liée au pouvoir, à la parenté, au statut. Les clans montés en dominance ont transmis non seulement leur ADN, mais leur vision du monde, où la force décidait du destin. L'agression ne s'est pas manifestée qu'au combat. Elle s'est aussi inscrite dans les relations entre hommes d'un même groupe, compétition pour la dominance, rivalité de leadership, démonstration de force, autant de comportements qui remontent à une époque où faire ses preuves n'était pas une question d'orgueil mais de survie. Si ton clan hésitait, un autre l'effaçait. Cette pression a enfoui l'agression au cœur de l'identité masculine. Pourtant, tout n'est pas noir. Les humains ont aussi développé des mécanismes pour la gérer, car le conflit permanent épuise. Des rituels, des alliances et des normes culturelles ont canalisé la violence dans des formes contrôlées. Pense aux jeux compétitifs, aux rites guerriers, ou même aux traditions de récits qui glorifient les héros tout en mettant en garde contre la témérité. Ce sont des façons de garder le feu de l'agression, sans laisser le monde brûler. Même les mythes plus tardifs, histoires de grandes guerres, idoles du tonnerre et du combat, emportent un écho. L'agression est devenue à la fois un danger et une nécessité. La science moderne propose un autre regard. Des études sur le comportement montrent que les hommes sont en moyenne plus enclins à la prise de risque, à la compétition et à l'agression physique que les femmes. Ces différences ne sont pas absolues, mais elles sont constantes à travers les cultures. Et quand les généticiens retracent les lignées masculines, ils voient les cicatrices du goulot d'étranglement. Preuve que seuls les chromosomes Y des clans les plus agressifs ont survécu. Cela suggère que l'impact à long terme de la guerre préhistorique n'a pas été qu'un déplacement culturel, mais aussi biologique. Mais voici le retournement. L'agression a pu aider l'humanité à survivre, tout en semant de nouveaux dangers. Le même élan qui poussait les hommes à se battre pour leur clan a nourri des cycles de guerre, de conquête et d'empire tout au long de l'histoire. La guerre préhistorique oubliée s'est achevée, mais son ombre s'est étirée. Des cités antiques se disputant la suprématie, aux chevaliers médiévaux, jusqu'aux conflits modernes armés d'armes bien plus meurtrières que des lances. L'instinct de conquérir, de dominer, d'effacer les rivaux, c'est un fantôme venu de la préhistoire qui nous hante encore. Et pourtant, il y a de l'espoir. Car si l'agression est devenue un atout de survie, la coopération aussi. Les clans capables d'alliance, de partage et de maîtrise de la violence ont souvent prospéré plus longtemps que ceux qui se sont consumés dans la guerre sans fin. L'équilibre entre ces deux forces, agression et coopération, a façonné toute l'histoire humaine. Sans lui, nous ne serions peut-être pas là. Ainsi, quand on regarde l'impact à long terme de la guerre qui a tué 97% des hommes, ce n'est pas seulement le sang versé. C'est la manière dont elle a gravé l'agression dans nos os, nos récits et même notre ADN. Elle a fait de nous l'espèce la plus dangereusement adaptable, capable d'une destruction immense, mais aussi de bâtir des civilisations qui durent. La vraie question est de savoir si nous avons assez appris de cette leçon ancienne pour empêcher le fantôme de l'agression préhistorique de nous détruire à nouveau.
Preuve génétique moderne dans les populations actuelles. Si tu regardes autour de toi aujourd'hui, des villes bondées aux villages tranquilles, jusqu'au visage des inconnus qui passent, tu pourrais penser que la diversité humaine est sans fin. Langue, culture, couleur de peau, tradition, on dirait un patchwork d'histoire. Mais caché dans l'ADN des hommes, précisément dans le chromosome Y, se trouve une similitude silencieuse qui murmure un passé violent. Les preuves génétiques modernes montrent que presque tous les hommes vivants remontent à une poignée d'ancêtres masculins qui ont survécu à la guerre préhistorique oubliée, ayant anéanti 97% des autres. Voici comment on le sait. Les généticiens étudient le chromosome Y parce qu'il se transmet presque inchangé de père en fils. Les mutations s'accumulent lentement, comme des horodatages à travers les générations. En comparant des hommes du monde entier, on s'attendait à une grande variété de lignées Y, à l'image de la diversité observée dans l'ADN mitochondrial des femmes. Au lieu de cela, on a trouvé l'inverse. Les lignes masculines se sont effondrées il y a entre 5 et 7 000 ans, ne laissant que quelques branches survivantes. Ces rares lignées ont ensuite explosé, engendrant des milliards de descendants. Les chiffres donnent le vertige. Aujourd'hui, un pourcentage significatif d'hommes en Asie portent des chromosomes Y qui remontent à un seul homme ayant vécu il y a environ 1 millier d'années, phénomène souvent attribué à l'héritage de Gengis Khan et de ses fils. En Irlande, une ancienne lignée masculine, liée à un clan puissant, domine encore. Ce ne sont pas des exceptions isolées, ce sont des échos d'un schéma plus ancien. Une cicatrice génétique laissée par des guerres préhistoriques où des groupes conquérants exterminaient les hommes rivaux mais absorbaient leurs femmes. Souviens-toi des massacres entre groupes dont on a parlé. La génétique moderne leur donne cher. Le manque de diversité dans l'ADN masculin montre que ces tueries n'étaient pas rares. Elles étaient étendues et implacables. L'archéologie exhume les os, mais la génétique révèle l'ampleur. Des milliards d'hommes vivants portent l'héritage de quelques lignées victorieuses, tandis que la vaste majorité des hommes préhistoriques ont disparu sans laisser de traces. C'est aussi pourquoi la guerre reste l'explication la plus solide. Si la cause avait été la famine ou la maladie, on verrait le même effondrement dans la diversité génétique des femmes. Or ce n'est pas le cas. L'ADN mitochondrial féminin demeure riche et varié, preuve que leurs lignes ont été préservées durant le goulot d'étranglement. Ce sont les hommes qui ont été retirés systématiquement, leurs gènes éteints, tandis que les femmes rejoignaient les tribus conquérantes. Pense à ce que cela signifie humainement. Chaque homme vivant est le produit d'une survie, non seulement de ses ancêtres, mais des clans qui ont gagné ces guerres. Et chaque femme vivante porte l'ADN des vainqueurs comme des vaincus, parce que les femmes passaient d'une tribu à l'autre comme prise de conquête. Nos génomes sont une archive vivante de brutalité et de résilience. Les preuves génétiques modernes montrent aussi à quelle vitesse une domination peut se répandre. Un seul homme très fécond, dans les bonnes conditions, pouvait remodeler des populations entières en quelques siècles. On le voit en Asie centrale avec la lignée gengis-khanide, mais le même processus se produisait des millénaires plus tôt à une échelle bien plus vaste et sanglante. C'est pourquoi, quand les scientifiques modélisent la diversité génétique, ils repèrent ce collapsus soudain du chromosome Y. Ce n'est pas graduel. C'est net, violent, brutal, la signature indubitable du conflit humain. Et voici la part étrange. Nul besoin d'ADN ancien pour le voir. Chaque homme vivant porte la preuve dans ses cellules. Le chromosome Y est comme un fantôme de la préhistoire, répétant la même histoire à chaque test. Il nous dit qu'aujourd'hui les hommes sont frères à de multiples titres, descendants d'une poignée infime de pères qui ont traversé la tempête. Ces preuves nous obligent aussi à repenser le développement des sociétés. La rareté des lignes masculines survivantes a concentré le pouvoir rapidement. Les clans épargnés ont dominé l'héritage, les ressources et l'identité, façonnant des cultures dont l'écho se fait encore entendre. Même les mythes de patriarques héroïques et de pères fondateurs pourraient être des souvenirs déformés de ces quelques survivants, quand presque tous les autres avaient été tués. Alors, la prochaine fois qu'on te dit que l'humanité est incroyablement diverse, souviens-toi de cette vérité cachée. Oui, nous sommes divers en surface, mais au fond de l'ADN masculin, il y a un goulot d'étranglement si vif qu'il a presque effacé les hommes de l'histoire. Si nous sommes là, c'est parce qu'une poignée de survivants ont engendré le monde que nous connaissons. La génétique moderne ne fait pas que confirmer la guerre préhistorique oubliée. Elle montre que chaque homme qui marche aujourd'hui est un monument vivant à cette violence ancienne. Et qu'on le sache ou non, nous portons encore le silence des hommes qui n'en sont pas sortis.